Alors aujourd'hui, je vais parler de Fukusa. En fait, Fukusa, c'est un terme assez large qui couvre vraiment, qui comprend vraiment beaucoup de textiles. Et ce que je essaierai de faire, de vous expliquer en quelques mots, avant de vous parler d'un type particulier de Fukusa, dit Kakebukusa. Qui a séduit les amateurs, pas seulement parisiennes, mais aussi européennes de la deuxième moitié du XIXe siècle. Pardon. Voilà. À partir de l'époque d'Edo, les textiles de forme carrée ont été divisés en 4 grandes catégories, en fait, et qui, à leur fois, comprennent des sous-catégories. Là, vous voyez, la division s'est faite à partir de l'usage destiné à ces objets. Nous avons des textiles destinés à importer, à protéger ou à garder les objets. Vous connaissez sans doute les furoshiki, qui sont généralement en coton et sans doublure. Ça, c'est une différence très importante par rapport au kakebukusa, par exemple. Et après, dans cette catégorie, on trouve aussi les kobukusa, dit aussi tebukusa, des fukusa de petite dimension. Normalement, il s'agit de 45 pour 45 cm. Après, nous avons une autre catégorie d'objets destinés à protéger des objets de la poussière, des insectes, de la lumière du soleil, donc ils ont un usage très important. Et dans cette catégorie, on trouve les kakebukusa. Les kakebukusa, en fait, étaient utilisés au Japon lors de cérémonies. Et ils sont étroitement liés à la pratique d'échange de dons au Japon. Donc malheureusement, je ne peux pas m'arrêter beaucoup aujourd'hui, mais qui est très important vraiment dans la vie sociale au Japon. Et là, dans cette catégorie, on trouve aussi, par exemple, le jukake, qui sont des textiles toujours de forme carrée, qui normalement servaient pour couvrir les jubako, des boîtes à nourriture qu'on transportait. Après, la troisième catégorie comprend des autres objets qui servaient, des autres textiles qui servaient à empêcher aux objets de glisser ou de tomber d'une table ou d'un hôtel. Et là, on trouve les dashifukusa ou les uchishiki. En 2014, à la Fondation Bor, il y a eu une excellente exposition de uchishiki, justement appartenant à la Fondation Bor, dont reste un catalogue magnifique, je pense une vraie référence. Voilà, la dernière catégorie, et normalement c'est celle que les Japonais connaissent mieux, c'est les chabukusa, c'est-à-dire les fukusa utilisés lors de la cérémonie du thé. Là c'est très large, mais en fait aujourd'hui je ne vais vous parler que de kakebukusa. Qu'est-ce que sont les kakebukusa? Les kakebukusa sont des carrés de soie de toute dimension qui étaient décorés dans la partie antérieure avec de la broderie. Donc ils étaient soit brodés, soit décorés au pinceau, à l'encre de Chine ou aux couleurs, soit décorés à l'aide de la technique de tenture, yuzen. En fait, ce carreau, comme je vous ai dit, était une sorte d'espace sacré parce qu'il emportait un message sans mots, un message par image, et il accompagnait un cadeau. Il accompagnait un cadeau qui était normalement placé soit sur un plateau, comme dans ce cas, soit sur une petite table. Et en fait, une fois que le destinataire recevait ce cadeau, il lisait le message transmis par le fukusa, il gardait bien sûr le cadeau, mais il renvoyait à l'expéditeur le fukusa. Pardon, je dis fukusa, mais dans ce cas, il s'agit de kakebukusa, ça c'est sûr. Donc le kakebukusa avait cette utilisation très précise. Et comme je vous ai dit, il était très lié aux échanges de dons au Japon. Mais ces échanges, ils avaient lieu dans certaines circonstances de la vie, donc lors de cérémonies, mais c'est-à-dire surtout lors de rites de passage dans la vie des êtres humains, comme par exemple le mariage ou bien les anniversaires, mais également les anniversaires de mort, par exemple.
ou à l'occasion de festivals saisonniers. Vous avez aujourd'hui encore, en fait, ça reste cette pratique d'échanger de dons lors des Goseku, par exemple, donc des 5 festivals comme le Hinamatsuri, le festival des jeunes-filles, la fête des jeunes-filles, ou bien pour le Nouvel An. Et un autre moment très important, qui n'est pas lié en fait aux saisons, mais qui est lié plutôt aux félicitations qu'on adresse à quelqu'un lorsqu'il a, par exemple, des succès dans sa vie professionnelle. Voilà. En fait, pour vous montrer qu'est-ce que sont les fukuza, j'ai choisi de vous montrer un kakebuksa que j'ai eu le privilège d'étudier le printemps dernier grâce à une bourse de la Fondation Blanchon qui m'a permis de séjourner 2 mois à Kyoto et voilà d'analyser surtout ces kakebuksa. C'est une collection de 31 kakebuksa dont je vous montre juste un exemplaire qui appartient au monastère Kombuin de Nara et qui est aujourd'hui en dépôt au Musée national de Kyoto où j'ai eu le privilège vraiment de les étudier et de passer des heures de pur bonheur en fait. Et là, vous voyez, c'est une photo prise dans les réserves. Ils sont conservés dans des petits tiroirs en bois de Pologne, bien sûr, pour préserver les conditions de conservation. Et ils sont des kakebuksa qu'en 1991 ont été classés biens culturels importants au Japon. Là, il s'agit de textiles commandés par le 5e shogun Tokugawa Tsuneyoshi, au meilleur artisan de l'époque Genroku, donc entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, au meilleur artisan brodeur de l'époque, et servait à accompagner les cadeaux qu'il avait destinés à sa concubine préférée. Voilà, vous n'avez qu'un exemple là, et bien sûr, qui s'occupe d'argent componé, comprend tout de suite qu'il s'agit d'un kakebuksa qui servait à accompagner un présent lors de Hinamatsuri, donc de la fête des filles, le 3e jour du 3e mois. On a des sujets, des objets qui expriment des kishomon, on dirait en japonais, de bon augure, dont on a la plante Yuzuriha, qui est une plante porte-bonheur. En fait, est une plante dont les nouvelles feuilles ne poussent pas avant que les vieilles soient tombées. Et cela exprime le souhait que le père ne meure pas avant que le fils soit devenu adulte. Donc, un souhait de continuation de la génération. Et là, vous avez bien sûr les caractères rakuju, qui expriment un souhait de bon augure, les noshi, qui sont des bandes d'hormones, ce mollusque marrant qui était séché au soleil, mais aujourd'hui on utilise plutôt du papier, et aussi des boîtes à cartageux hanafuda, ou bien les raquettes en bois de forme rectangulaire, hagoita, que les jeunes-filles utilisaient pour jouer le hanetsuki, un jeu parmi les préférés en fait des jeunes-filles. Et là vous avez aussi le décor des raquettes avec le motif de Shochikuba, les 3 amis de l'hiver, donc un autre motif de bon augure. Tout est fait pour souhaiter vraiment un bon augure. Et voilà, là je vous montre juste en détail pour vous montrer vraiment la maîtrise technique de ce fukuza et notamment l'usage de hiranui, c'est-à-dire de fil plat, ou bien de komanui, de fil d'or. On devrait dire en réalité de fil de papier doré. Après avoir passé des heures avec un artisan de Nishiji à Kyoto, je peux dire ça. Et voilà, pour ce qui concerne notre sujet aujourd'hui, donc l'impact des kakebuksa au XIXe siècle, je vous montre un premier témoignage, d'après moi très important, de Louis Gonze, bien sûr, dans l'art japonais en 1883. Là, ce qu'il faut retenir de ce témoignage, bien sûr, c'est que à cette époque-là, Gonze dit tout le monde connaît les fukuza. Mais je pense qu'il faut retenir aussi d'autres choses. D'abord, que ces fukuza, on pouvait les trouver chez les marchands spéciaux. Donc, chez les marchands spécialisés dans la vente d'objets d'art du Japon et de la Chine, qu'il s'agit
de fragiles trésors. Et ça, c'est très important parce qu'après, on verra que malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. La plupart de Fukusa appartenus aux collectionneurs du XIXe siècle, aux amateurs du XIXe siècle. Et bien sûr qu'ils ont fait l'objet d'un engouement presque excessif. Alors, un des premiers réseaux de diffusion de Fukusa ont été les ventes aux enchères. Là, je vous montre juste un catalogue de vente de 1872. En fait, c'est notamment lors des ventes aux enchères qu'on pouvait acheter des Fukusa. Les marchands, bien sûr, étaient un autre réseau, les boutiques de curiosité étaient un autre réseau de diffusion de Fukusa. Mais les marchands, eux aussi, ils s'approvisionnaient en Fukusa lors des ventes aux enchères. Et la plupart des ventes aux enchères consacrées au Fukusa ont été de 1870-12 à 1874-16. Et là, ce qui est très important, c'est que on ne trouve pas des Fukusa nommés tels quels. Mais voilà, la désignation pour les Fukusa, c'était morceau d'étoffe, ou bien on trouve aussi carré d'étoffe, carré de soie. Et ce qu'il faut retenir, donc je vais parler tout à l'heure, c'est qu'il servait pour écrin, coussin, etc. Et là, on verra bientôt que l'utilisation des kakebokusa change énormément dès qu'ils arrivent en Occident. Là, je vous montre juste un détail d'un procès-verbal de la vente qui nous explique bien. Voilà, sur la gauche, il y a les noms des acquéreurs. Parfois, c'est noté juste l'adresse, l'objet désigné tel quel. Et là, vous voyez, les Fukusa sont bien désignés comme feuilles d'écrin. Donc, on ne trouve pas le nom Fukusa. Et à droite, les prix. Et ça aussi, c'est très important parce que ça nous permet de comprendre, en fait, l'estimation de ce qu'on faisait à l'époque. Mais voilà, tout au long du XIXe siècle, on ne trouve pas dans les catalogues de vente la désignation Fukusa. Alors ça change un peu à la fin du XIXe, début XXe. Là, vous avez un exemple illustre, la collection d'Émile Zola, vendue à Paris en 1903. Et là, vous voyez, parmi les objets qu'il avait possédés, il avait lui aussi plusieurs Fukusa. Et donc, à partir de cette date, on peut trouver dans les catalogues de vente, je parle juste des catalogues de vente, la désignation Fukusa. Voilà. Pour ce qui concerne le Fukusa, un témoignage très important nous a été livré par Philippe Sichel, frère du célèbre marchand Auguste Sichel, chez qui les majors japonisants de l'époque, tels Burdi, Goncourt, bien sûr, faisaient leurs achats. Et c'est ce témoignage, mais pour mes recherches, en fait, ça a été un peu un point de départ, a été très important parce que vous voyez, Sichel qui s'était rendu au Japon en 1874, donc une dizaine d'années avant qu'il publie ses souvenirs de son séjour, et il s'était rendu au Japon sous les suggestions de Henri Chernowski, qui le premier lui avait suggéré de faire ça. En fait, lui, il avoue dans ses souvenirs que les Fukusa lui intéressaient beaucoup plus par rapport aux livres illustrés et aux estampes. Et donc, il fit une récolte abondante. Il en acheta 800 à Osaka seulement, mais bien sûr, ce nombre augmenta lors de son passage à Kyoto. En fait, il raconte qu'il avait gardé, juste pour lui et son frère, un Fukusa représentant des pigeons, mais dont il sera bientôt question, mais finalement, il avait été obligé à le vendre à Goncourt. Voilà, un autre témoignage très important, là c'est un peu moins diffusé, il s'agit d'une lettre que j'ai publiée dans mon livre sur Denitis, une lettre adressée de Philippe Burdi à Edmond de Goncourt. Mais pourquoi je vous montre cette lettre, qui d'après moi est très importante, parce que cette lettre a été rédigée en 1878, c'est-à-dire lors de l'exposition universelle de Paris, où on sait normalement qu'il n'y avait pas de Fukusa. Mais alors cette lettre nous montre comment un Fukusa avait été exposé, et c'était en fait au palais du Trocadéro,
aux expositions rétrospectives de l'art japonais, dont malheureusement il n'a jamais été aucun catalogue. Et voilà, Burti, en fait, il transmet à son ami son intérêt particulier pour un fukuza qu'il a vu et dont il fit même un dessin qu'il joignit à la lettre. Il s'agit d'un fukuza brodé sur un taffetas noir qui représente un tigre qui se lèche la patte. Donc voilà, Burti, il est frappé vraiment par la maîtrise avec laquelle soit le dessinateur, soit le brodeur ont arrivé à représenter l'attitude naturaliste de la bête et surtout à saisir son mouvement pris sur le vif. En fait, c'est ça qui a intéressé les amateurs et notamment les artistes au XIXe siècle, ce que Ganz appellera plus tard une illusion de vérité extraordinaire. À l'occasion de l'exposition rétrospective de 1882, 104 fukuzans ont été exposés. À cette exposition consacrée au textile, au bois et au papier. Ils avaient été prêtés par des collectionneurs dont on trouve Burti, Emmanuel l'Ancien, un peintre dont je vais bientôt parler, un peintre ami des impressionnistes, un peintre de paysages, de marine notamment, qui avait une collection d'objets d'art chinois et japonais qui malheureusement n'a pas été trop étudiée, dont je me suis occupée lors de ma thèse, et qui avait bien sûr une magnifique collection de fukuza. Et voilà, on trouve aussi des marchands très connus à l'époque, bien sûr Bing, le célèbre Antoine de Lanard, chez qui Edmond de Goncourt avait vu en 1889 l'origine du monde de Courbet. Et voilà, Vigan qui avait aussi un comptoir à Yokohama et à Kobe. Lors de cette exposition, j'ai pu en fait identifier un fukuza présenté par Bing. Ce magnifique fukuza qui fait aujourd'hui partie de la collection des arts décoratifs qu'avec Béatrice on a eu le plaisir de voir et tout ça. Il est classé comme le numéro 331 dans le catalogue de l'exposition. Et il est classé comme un fukuza, soit bleu nuancé, grue volant sur vague, de broderie double sans envers. Ce qui est très important parce que c'est très rare en fait qu'un kakebukusa ne soit pas doublé. Et là, vous voyez vraiment tout de suite la maîtrise technique de Hiranui, comme on a vu avant, de ces pièces magnifiques. À cette occasion-là, plusieurs fukuza, comme on a vu, ont été exposés. Paul Ganon, le conservateur du musée des arts décoratifs de l'époque, il avait écrit un article à cette occasion-là. Et voilà, il illustre aussi des fukuza. Là, vous avez des objets prêtés à cette occasion-là par Antonin Proust, qui, à ce moment, était ministre des Beaux-Arts. Et lui aussi, il possédait un fukuza que dans le catalogue est décrit comme un jeu d'enfant, mais bien sûr qu'il s'agit de shoujo, plutôt de créatures légendaires qui aimaient boire, tout ça qui aimaient. Bon, un des autres fukuza illustrés par Ganon appartenait à l'ancien. Et spécialement ce fukuza qui représente un vol de 3 grues, donc la valeur symbolique est très forte, qui exprime un souhait, bien sûr porte-bonheur, mais aussi qui est lié au mariage. En fait, les fukuza illustrant des grues sont toujours liés, accompagnés normalement les cadeaux pour les mariages. Voilà, il illustre ce fukuza dont il fait l'éloge, mais ce fukuza avait aussi été remarqué par Edmond de Goncourt qui en parle dans la maison d'un artiste. Alors, heureusement, j'ai pu trouver ce fukuza qui est aujourd'hui à Loches, en Touraine, dans la maison Lancier, et qui est exposé justement dans la maison Lancier, et qui est un fukuza réalisé sur un satin très précieux, dit shuseu, en japonais, et vous voyez l'usage de fil de papier doré qui est très copieux et qui rend donc l'objet très précieux.
Un autre fukuza, toujours appartenant à Lancier, plus ou moins du même sujet, où il va avec un vol de grue, un nid de grue, et là aussi réalisé sur un satin chaussou. Et tous ces fukuza, comme les autres que je vais vous montrer, je suis désolée, là c'est des photos prises dans les réserves à Loches, ont été exposés lors de l'exposition, de la 7e exposition rétrospective en 1882. Et là, vous voyez un fuchsia qui malheureusement a perdu pas mal de couleurs. Il s'agissait d'une rose très brillante. Là, la couleur est passée avec des armoiries de Tachibana, stylisées très de mandarin. Là, un autre fukuza toujours sur chausseux, brodé avec motif de Tabanenoshi et Tachibana. Donc, c'est toujours un motif de bon augure, un motif qui peut être utilisé lors de plusieurs occasions, en fait. Et le dernier de la collection Lancier que je vais vous présenter, c'est toujours un fukuza. Cette fois, le textile est différent. Il s'agit d'un satin damassé, plus résistant, dit dansu en japonais. Et celui-là, peut-être par rapport aux autres fukuza, il y a des conditions de conservation meilleures. Lancier avait exposé également ces fukuza à l'occasion de l'exposition rétrospective de l'art japonais, et bien sûr organisée par Gonz en 1883. À cette occasion, on retrouve plein de collectionneurs. Voilà, ça c'est la liste des collectionneurs de fukuza. Bien sûr, on trouve Bing, Burti, sans doute, Gonz, mais aussi le poète Heredia, qui était très ami de Lancier, et avec lui, il fréquentait beaucoup les ventes aux enchères, où il faisait vraiment plein d'achats, notamment de fukuza. Et bien sûr, Giuseppe De Nittis, en fait, là, grâce à qui j'ai commencé à m'intéresser au fukuza, qui, d'après Gonz, était le collectionneur le plus raffiné de l'époque de fukuza, et qu'il possédait, d'après les documents inédits que j'avais trouvés, 60 fukuza, dont malheureusement on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. À cette occasion-là, donc en 83, à l'exposition de Gonz, cette note inédite laissée par Gonz à Emmanuel Lancier nous fait apprendre qu'en fait, pour cette occasion-là, les fukuza avaient été encadrés et mis sous verre. Donc on les considérait comme des vraies œuvres, des vrais tableaux. Ce que faisait aussi Giuseppe De Nittis chez lui. Et en fait, ce qui n'était pas vraiment, ça ne correspondait pas vraiment aux habitudes de l'époque, comme on verra bientôt. Une autre note inédite rédigée par Lancier à la demande de Louis Gonz. C'est très intéressant parce que cela nous permet de comprendre justement les estimations de fukuza. Vous voyez, il avait prêté 11 fukuza. Il les avait estimés à 300 francs pièce, alors que si on compare ce chiffre au bronze, par exemple, on voit que les fukuza avaient des estimations plus élevées. Ou bien un kakimono, là c'est précis, c'est la mort, il s'agit d'un kakimono très probablement de l'école Utagawa, qui représentait une femme de Yoshiwara avec une tête de squelette, donc un yureiga, que malheureusement, je n'ai jamais pu voir dans les réserves à Loches. Mais bon, donc, vous voyez, l'estimation était plus basse par rapport au fukuza. En 83, beaucoup d'autres fukuza ont été exposés. Là, vous avez 2 fukuza appartenus à Gonz, ou bien celui appartenu à Alphonse Hirsch, un autre peintre de l'époque, qui sont illustrés dans l'art japonais de Gonz. Ils sont illustrés, en fait, ils avaient été imprimés par Charles Gillot, dont il a été aussi question, lui aussi collectionneur d'art japonais, bien sûr, et notamment de fukuza. Et là, je vous montre un autre magnifique fukuza de la collection des Arts Déco qu'on a vu ensemble, dont la composition est assez particulière. Il s'agit d'un sudaremaki, donc un rideau roulant en bambou, avec des touffes d'iris. Et là, l'usage du fil de papier doré aussi est très copieux. Et normalement, le tissu, le textile aussi. Donc, il s'agit encore une fois de satin choussou, parmi les satins les plus précieux. Et ce fukuza a été acheté par le musée des Arts Déco lors de la vente de la collection Gillon, oui, en 1902.
Voilà, des autres fukuza ont été illustrés dans l'art japonais de Gonz. Il s'agit de 4 fukuza de Denitis, dont malheureusement on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et notamment de ce fukuza que vous avez sur la gauche, représentant Dugru sur un fond rose saumon. En fait, ce fukuza n'était pas brodé, mais était réalisé au pinceau à l'encre de Chine, et il avait séduit plein d'amateurs à l'époque, dont Gonz, dont Burti, etc. Et il avait constitué une source importante pour l'artiste, dont il s'était utilisé bien sûr pour ce pastel qui représente la femme d'un autre artiste de l'époque, lui, Napoléon l'Épique, ami de Denitis, ou bien on le retrouve représenté dans des autres œuvres de l'artiste, mais qui ont été, voilà, dont le titre nous fait comprendre qu'il n'a pas été jamais vraiment identifié. Il s'agit plutôt de ce fukuza qu'on a vu avant. En fait, comme je vous disais, Denitis, lui, il avait l'habitude d'encadrer ses fukuza, de les mettre sur verre et de les exposer chez lui comme des vraies œuvres d'art. Mais ce n'était pas du tout l'habitude de l'époque. Là, vous avez des images, des photographies prises chez Edmondo Goncourt en 1883, où on voit bien qu'est-ce que c'était les écrans dont on parlait avant dans les catalogues de vente, c'est-à-dire des petits paravents à mettre devant les cheminées. Et c'est pour ça que ces fragiles trésors, en fait, ont disparu dans la plupart des cas. Les cadres étaient surtout en bambou, mais sinon, un autre usage, c'était de faire des hausses de coussins. Moi, ça fait très longtemps que je soutiens que voilà, les textiles qu'on voit sur le célèbre tableau de Fortuny, il s'agit de fukuza, je suis très convaincue de ça. Et par ailleurs, les 2 enfants de Fortuny, Mariola Luisa et notamment Mariano, qui allait entre autres devenir un couturier et un créateur de textiles, dont à Venise il y a un magnifique musée, il a bien sûr été influencé par ces textiles. Et voilà, dès qu'on sait quoi chercher, on trouve. Et c'est pour ça que derrière cette dame blanche, en blanc de Eva González, femme de Henri Guérard, un autre artiste auquel je me suis très intéressée, on voit voilà, un coussin avec un motif de grue et bambou. Ça aussi, c'est un motif qu'on retrouve très souvent dans le décor de fukuza. Là, vous avez un magnifique fukuza de l'époque d'Edo, de la maison Mihai à Kyoto, que, à l'occasion de mon séjour au Japon, j'ai étudié cette collection également. Et ça aussi, il s'agit d'un fukuza brodé sur de satin chausseux. Mais voilà, mais les usages destinés au fukuza n'étaient pas seulement pour faire des écrans, des petits paravents ou des hausses de coussins. Là, Tissot, un artiste qui a travaillé beaucoup entre Paris et Londres, l'a placé, bien sûr, de manière très décorative sur le dossier d'un fauteuil ou bien d'un canapé. Et là, vous voyez qu'il s'agit d'un fukuza d'Ubaku Matsujidai, donc c'est vraiment les dernières années de l'époque d'Edo. C'est très reconnaissable, on le reconnaît tout de suite parce que à ce moment-là, pas mal de fukuza ont été brodés sur un satin bleu sombre et doublés en crêpe chirimen, comme c'est le cas de cet autre fukuza du musée oriental de Venise. Qui représente voilà, le Sumiyoshi Taisha, donc, et peut-être le fukuza aussi représenté dans ce tableau, représentant un des lieux célèbres, un des sanctuaires célèbres. Et la dernière image que je vous montre, qui nous permet de comprendre un autre usage de fukuza, donc pour couvrir une table, et qui nous permet aussi voilà, de comprendre comment les fukuza étaient appréciés, étaient collectionnés, notamment par les artistes. Là, il s'agit très probablement d'un fukuza dont le décor, on le retrouve très souvent dans des kaiawase, les boîtes à coquilles, le jeu pour les jeux de coquilles qui faisait partie des trousseaux de mariage à l'époque. Et ça aussi, voilà, c'est un fukuza normalement utilisé pour les cadeaux de mariage. Là, je pense que je dois m'arrêter. Peut-être que j'ai pris beaucoup de temps et je vous remercie pour votre attention.